Cotation fonctionnelle. D'accord? Et on va tracer ce qu'on appelle ici les chaînes de cotes. Alors, c'est quoi une cotation fonctionnelle? Sachez que lorsque vous concevez des pièces pour réaliser un mécanisme, eh bien, lorsque vous créez des liaisons mécaniques entre ces différentes pièces, eh bien, parfois, même souvent, on a besoin que entre deux pièces, par exemple, il faut qu'on ait un jeu, obligatoirement. D'accord? Ça, c'est une condition pour que le mécanisme puisse fonctionner correctement. Eh bien, à un endroit donné entre deux pièces, par exemple, on doit avoir un jeu. Ça, c'est une condition. Ok? Et cette condition-là, on va la traduire sous forme d'une cote. Et c'est pourquoi on l'appelle la cote condition, et donc qui va avoir ici une fonction très importante. Alors, par exemple ici sur ce schéma-là que vous avez sur ce dessin, eh bien on a une liaison entre deux pièces principales. Les deux pièces principales, c'est la pièce numéro 2 et la pièce numéro 3. D'accord? La pièce numéro 2, bien évidemment, on ne la voit pas entièrement parce qu'elle continue vers le bas. On a ici sa forme en U, on appelle ça une forme en chape. Et la pièce numéro 3, ici, c'est une espèce de bielle, donc qui continue de l'autre côté. Et les deux pièces donc, qui sont percées, elles sont reliées par cet axe-là, par cette pièce numéro 1. D'accord? Et ensuite, donc vous voyez cette pièce numéro 1, vous avez ce qu'on appelle un épaulement de ce côté-là, d'accord, pour bloquer la translation, pour pas que l'axe se déplace ou sorte du côté droit. Et ensuite, pour bloquer la translation de l'autre côté vers la gauche, pour éviter que l'axe s'en va au côté gauche, eh bien, on a mis en place ce qu'on appelle ici un circlipse ou un anneau élastique. C'est la pièce numéro 4. Donc, on a réalisé ici une liaison entre la pièce 2 et 3 d'une manière indirecte et on obtient ce qu'on appelle ici une articulation ou alors une liaison pivot. Ça pivote. D'accord? Bref. Et donc justement, en fait, une fois que les deux pièces sont assemblées par l'intermédiaire de l'axe 1 et de l'anneau élastique numéro 4, pendant le fonctionnement, on a besoin que la pièce 3 ici bouge par rapport à la pièce 2. Il y a un mouvement relatif entre les deux. Et pour que les deux pièces, pour qu'entre les deux pièces, pour qu'il y ait un mouvement relatif, il faut qu'il y ait un jeu, d'accord? Il faut qu'il y ait du jeu entre les deux pièces, d'accord? Et ce jeu, bah, c'est ce que vous avez ici, cet espace blanc que vous avez entre les deux pièces. Il est traduit justement par ce petit vecteur ici qu'on appelle J1. J comme jeu, et ici vous avez le jeu numéro 1. Parce que si on a contact d'un côté ici entre 2 et 3, et de ce côté-là aussi on a un contact, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jeu, et du coup bah, la pièce 3 ne peut pas bouger par rapport à la pièce 2, ne peut pas tourner autour de l'axe ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un serrage. Or ici on a besoin d'avoir un ajustement avec jeu, hein, ici, et du coup ce jeu-là on le met en évidence, et on le traduit par ce vecteur. Là pareil on a une autre cote condition qu'on a traduit par le vecteur J2, donc un autre, les deux conditions ici sont indépendantes, hein, bien évidemment. Celle-ci, pourquoi faire? Eh bien, quand on va mettre justement cet axe-là en place, je vous ai dit, on vient ensuite positionner ou mettre en place ici la pièce numéro 4 qu'on appelle un anneau élastique, d'accord, qu'on appelle aussi un circlipse. Alors, vous pouvez taper sur Google hein, un circlipse ou anneau élastique, vous allez voir sa forme. Eh bien, pour la mise en position, hein, pour le mettre en place, hein, cet anneau élastique, ou le retirer, eh bien, on a besoin d'un jeu ici, d'accord? Parce que si la rainure, là, parce que dans l'arbre, on a une rainure circulaire en fait dans l'arbre. Donc, si la rainure elle est un peu plus décalée vers la gauche et qu'on a en plus la pièce numéro 2, pardon, qui vient cacher la rainure, eh bien, on ne pourra pas mettre en place cet anneau élastique parce que la rainure elle va être cachée, on va être gêné par la pièce numéro 2, donc on ne pourra pas la mettre on ne pourra pas le mettre en place, cet anneau, ni le retirer d'ailleurs, hein, d'accord? Donc pour pouvoir le monter ou le démonter facilement, il faut que la rainure soit un peu en dehors de la pièce numéro 2, donc il faudrait qu'on ait ce léger jeu ici hein, pour faciliter le montage ou le démontage de cet anneau élastique. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour garantir ces deux cotes conditions?
Alors, je répète, on est encore en phase de conception. Donc vous êtes en train de réfléchir. Vous savez que votre mécanisme il doit répondre à ces conditions-là et tout ça va se traduire sous forme de cote au final. Eh bien, sachez qu'une cote condition, ce qu'on appelle la cote condition, c'est G1 ou G2 ici. Les deux sont indépendantes, bien évidemment. Eh bien, chaque cote condition est délimitée ici par ce qu'on appelle par deux surfaces. Vous voyez cette surface-là et cette surface-là. Pareil, ici, cette cote condition, ce jeu est délimité par cette surface-là et celle-ci. Eh bien, les deux surfaces qui délimitent la cote condition, ces deux surfaces, on les appelle des surfaces terminales. D'accord? Des surfaces terminales. Donc ça, c'est une surface terminale sur laquelle se trouve l'origine du vecteur cote condition. Et l'autre surface terminale, c'est celle-ci, sur laquelle se trouve l'extrémité de la cote condition ici, du vecteur. Alors attention, ici, comme j'ai un petit espace, vous imaginez bien, si je trace le vecteur suivant cette largeur-là du jeu, le vecteur, il va ressembler à rien du tout, ça va être un gros point. Donc on s'est autorisé de faire une petite déviation ici, juste pour pouvoir tracer le vecteur, pour avoir de la place. Mais ça ne veut pas dire qu'on a modifié la valeur du jeu. Le jeu, c'est uniquement ça, entre les deux surfaces. Donc ce trait-là, il rappelle toujours cette surface-là, et ce trait-là, ici, il rappelle cette surface. D'accord? Donc on a ici ce vecteur-là qui modélise cette cote condition, donc qui est délimitée par les deux surfaces, et ces deux surfaces, on les appelle les surfaces terminales. Donc cette surface-là terminale, ici, sur l'origine, pardon, ici, appartient à la pièce numéro 3. D'accord? Cette surface-là, elle appartient bien à la pièce numéro 3, on appelle ça la surface terminale 3. Et cette surface-là, elle appartient à la pièce, cette pièce-là, et cette pièce-là, c'est toujours la même pièce ici, c'est la pièce numéro 2. D'accord? Donc ça, c'est la surface terminale de la pièce numéro 2. Si on regarde ici, on a cette surface-là, c'est la surface terminale qui appartient aussi à la pièce numéro 2. Et ce trait-là, il rejoint ici une surface terminale. Mais attention, ici, vous avez deux surfaces terminales. Vous avez celle-ci qui appartient à l'anneau élastique et vous avez celle-ci qui appartient à la rainure dans l'arbre, dans la pièce numéro 1. Les deux surfaces ici sont confondues. Donc cette surface terminale, à votre avis, ça serait laquelle? Est-ce que c'est une surface terminale appartenant à la pièce 1 ou à la pièce 4? Les deux sont justes, je dirais, mais il y en a une à privilégier, peu importe, même si vous prenez l'une ou l'autre, ça marche. Il y en a une à privilégier, c'est celle qui se trouve, vous voyez ici le vecteur, il va de gauche vers la droite. Donc en allant de gauche vers la droite, je vais rencontrer laquelle des deux surfaces ici qui sont en contact en premier? Je vais rencontrer celle de l'arbre, parce que ici, vous avez la surface ici de la rainure de l'arbre numéro 1 qui est en contact avec la surface ici de l'anneau élastique. Donc la surface de l'anneau élastique se trouve à droite et la surface ici de la rainure se trouve à gauche, mais les deux sont en contact. Donc en se déplaçant de gauche vers la droite, normalement je vais rencontrer la première surface ici, c'est celle de l'arbre. D'accord? Voilà. Donc on appelle cela les deux surfaces terminales, d'accord? Et ensuite vous avez ce qu'on appelle les surfaces de liaison ou les surfaces d'appui, d'accord? Et bien les surfaces de liaison, par exemple ici vous avez sur la pièce, j'étais sur la pièce numéro 3, d'accord, parce que l'origine du vecteur cote condition se trouve sur la pièce numéro 3, et la pièce numéro 3 par exemple, elle est un appui ici sur la pièce numéro 2. Donc ça c'est une surface d'appui. Ou alors ici, entre 2 et 4, vous avez ici une surface d'appui, d'accord? Après, vous avez ce qu'on appelle les cotes fonctionnelles. Donc on va voir les cotes fonctionnelles, c'est quoi? En fait, quand on va tracer ce qu'on appelle une chaîne de cotes. Alors cette chaîne de cotes, elle vient d'où? En fait, les cotes conditions. Alors si je m'intéresse uniquement à la cote condition J1, bien cette cote condition là, ce jeu là en fait, il va dépendre de certaines cotes des pièces qui sont autour. En gros, si je modifie la cote de la pièce numéro 3 ou de la pièce numéro 2, je vais indirectement modifier la valeur de la cote ici G1, du jeu que je vais avoir ici, de la cote condition. Okay? Donc en fait, le but c'est de chercher, en fait, à travers cette chaîne de cotes qu'on va tracer, qui va ressembler à celle-ci en fait, de chercher quelles sont les cotes des pièces qui sont autour là, quelles sont les cotes qui ont une influence directe sur cette cote condition. C'est ça qui est intéressant, d'accord, de trouver les cotes dont va dépendre ici notre jeu G1. Et on appellera ces cotes-là, on les appellera des cotes fonctionnelles. Par exemple ici, par rapport à cette chaîne de cotes que vous avez là qui est tracée, la cote condition pour nous c'est celle-ci, c'est GA, et toutes les autres cotes, ces vecteurs-là que vous voyez ici en vert, ce sont les cotes fonctionnelles. D'accord? Et tout ça, ça s'appelle donc une chaîne
de cote. Donc voilà les vocabulaires que vous avez ici. Alors, une chose très importante, la cote condition, comme je disais tout à l'heure, comme par exemple pour un jeu ici, la cote condition, alors ça peut être un jeu, ça peut être un dépassement, on aurait pu aussi exprimer un dépassement ici, hein, ce dépassement-là, ça aurait pu être une condition qu'on aurait pu traduire par un vecteur comme celui-ci, ou ça peut être un retrait, etc. Alors, cette cote condition, sachez-le que si la cote est horizontale, comme ici, le jeu il est horizontal, il va être représenté par un vecteur horizontal, bien évidemment, et le vecteur, il faut qu'il soit toujours orienté dans le sens positif. C'est quoi le sens positif? Lorsque le vecteur est horizontal, c'est de gauche vers la droite. Voilà, ça sera toujours comme ça. Le vecteur cote condition, il sera toujours orienté de gauche vers la droite lorsqu'il est horizontal. Si le vecteur cote condition aurait été vertical, comme ici, par exemple, vous avez un jeu ici vertical, on aurait pu le traduire par une cote condition, et là, le vecteur, il aurait été tracé verticalement, et le sens positif aurait été de bas vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, comment tracer une chaîne de cotes? Très simple. Alors déjà, une fois qu'on l'a tracé, donc je vous ferai ça un exemple, sur un exemple juste après, une fois qu'on a tracé la chaîne de cotes, comme ici par exemple, le but c'est de trouver bien évidemment, de trouver donc les cotes qui ont une influence directe sur la cote condition JA par exemple ici, et ensuite d'écrire des équations mathématiques hein, pour pouvoir justement calculer ou donner une relation, je dirais, entre ces différents vecteurs. Alors, vous voyez bien, déjà, cette chaîne de cotes forme une boucle fermée. Ça, c'est important, ça. Une boucle fermée. Par exemple, vous voyez ici, ce jeu cote condition, il démarre de cette surface jusqu'à cette surface. D'accord? Donc, votre chaîne de cotes, elle doit aussi démarrer au même endroit, sur la même origine. D'accord? L'origine se trouve sur cette surface ici, terminale. Donc, je dois partir de cette surface terminale et parcourir un chemin le plus court possible et ensuite arriver sur l'extrémité de la cote condition. Arriver sur l'extrémité de la cote condition. Ok? Et à chaque fois que je vais passer d'une pièce à une autre, eh bien, je vais traduire cette cote-là par un vecteur. Alors, par exemple, pour ici, regardez bien. Je sais pas si vous allez voir. Donc ici, vous voyez, pareil, j'ai un jeu entre le cercle ellipse ici, l'anneau élastique, et cette surface ici du roulement. Ça, c'est un roulement. Vous avez un jeu entre les deux, on veut un jeu. Ici, l'origine de ce vecteur se trouve sur la surface terminale appartenant à la bague ici intérieure du roulement. Cette bague-là, c'est la bague intérieure du roulement. D'accord? Donc ça, c'est la surface terminale qui se trouve sur la bague du roulement. Et l'autre surface terminale se trouve sur la surface ici du cercle ellipse, de l'anneau élastique. Donc entre les deux, je veux un jeu. Donc je dois partir, il faut vous dire que vous êtes ici. Vous, en tant que, comment dire, marcheur, on va dire comme si vous étiez en train de marcher, vous ne pouvez pas sauter de cette surface à cette surface-là, c'est trop loin, d'accord? Il n'y a pas de pont, hein, vous pouvez considérer cette chaîne de ce vecteur-là comme un pont, il n'y est pas. Donc le but, c'est comment faire pour aller de là et retrouver cette surface-là en parcourant les pièces qui sont autour, les pièces qui sont en contact, et en parcourant le chemin le plus court possible. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Eh bien, vous êtes là, sur cette cote condition, sur cette surface terminale, pardon, vous ne pouvez pas sauter, eh bien, vous allez pouvoir passer de cette pièce-là, donc la pièce, alors apparemment c'est la pièce numéro 3, celle-ci, hein, parce que vous voyez les numéros ici, normalement ces numéros que vous trouvez ici sont associés au numéro des pièces. Donc là c'est la pièce numéro 3, vous êtes sur la pièce numéro 3, et, alors vous allez me dire, oh, mais de la pièce 3 je peux passer là. Alors attention, vous ne pouvez pas traverser n'importe quelle surface de liaison. Vous voyez la surface de liaison que vous avez là, les surfaces d'appui. Vous avez le droit de traverser les surfaces d'appui, uniquement les surfaces qui sont perpendiculaires à la direction du vecteur cote condition. En gros, ici votre vecteur cote condition il est horizontal, vous avez le droit de traverser que les surfaces d'appui qui sont verticales. Donc cette surface d'appui là par exemple, elle est parallèle, vous n'avez pas le droit de traverser, de passer par là. Donc vous êtes sur la surface, ici sur la pièce 3, vous allez continuer. La première surface d'appui que vous allez rencontrer avec la pièce 3, c'est celle-ci, avec la pièce numéro 7. D'accord? Pièce numéro 7. Vous allez me dire, mais on en a aussi une autre ici, monsieur. Hein, avec la pièce numéro, cette pièce numéro, je ne sais plus quel numéro c'est la bleue. Oui, c'est vrai. Mais, ok,
Mais sauf que cette... Non, non, on n'est même pas en contact. D'ailleurs, je dis une bêtise, on n'est même pas en contact parce que là, le contact avec la pièce bleue, c'est le contact avec la bague extérieure. Or, moi, je suis sur la bague intérieure, donc c'est mort. Donc, on oublie la pièce bleue. Donc, j'arrive ici, donc je suis sur la bague intérieure. Je suis en contact avec cette entretoise-là. Cette pièce-là, on appelle ça une entretoise. Donc, vous avez une surface d'appui qui est là. Donc, je vais la tracer, cette surface d'appui. Je la prolonge jusqu'ici. Donc la première cote que je vais avoir, c'est la cote qui va de la surface terminale où j'étais jusqu'à la première surface d'appui. Vous voyez bien, je me suis déplacé dans ce sens-là. Donc le vecteur, il est dans ce sens-là. Premier vecteur. Et ce premier vecteur, il est censé représenter une cote. Une cote. Et cette cote-là, vous voyez bien, c'est une cote qui appartient à la pièce 3 sur laquelle j'étais. Et elle représente quoi? Elle représente la largeur, ou la longueur, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler ici, de cette bague du roulement. D'accord? Ensuite, j'arrive là, donc une fois que j'ai traversé cette surface de contact, je suis sur la pièce numéro 7. Pareil, je continue. La première surface de contact que j'ai avec 7, mais qui est perpendiculaire au vecteur code condition, pardon. Donc c'est cette surface de contact là, avec cette pièce bleue, qui est donc la pièce numéro 5. Là, pareil, cette surface de contact, je la prolonge. Et donc le deuxième vecteur, il va démarrer là, de cette première surface de contact ou d'appui, jusqu'à la surface d'appui suivante. Et là, je trace mon deuxième vecteur, toujours dans le même sens de déplacement. Ici, le vecteur A, comme le jeu qui s'appelle A ici, j'ai A suivi de le numéro de la pièce numéro 7, donc A7. On voit bien que ce vecteur-là représente en fait la longueur de la pièce 7. Pareil, là, j'arrive sur la pièce bleue, apparemment c'est la pièce numéro 5. Elle est en appui ici, l'appui vertical, avec la pièce numéro 4. Pareil, de là à là, j'ai le vecteur, toujours dans le même sens de déplacement, A5 qui représente la largeur de la pièce bleue. Ensuite, j'arrive sur cette pièce numéro 4. Elle est en appui également ici. Alors n'oubliez pas, le but c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est pas ça. Le but, n'oubliez pas, vous avez une surface terminale ici de la pièce 3. Et là, vous avez une surface terminale, donc l'extrémité du vecteur code condition se trouve ici, sur le cercle ellipse numéro 8. Donc le but, c'est d'aller vers 8 le plus tôt possible. D'accord? Là, vous voyez, parmi tous ces contacts-là, il n'y en a aucun qui me permet d'aller vers le cercle ellipse numéro 8. Donc là, je suis obligé de continuer jusqu'à ce que je rencontre une pièce qui va être en contact avec le cercle ellipse numéro 8. Là, on voit bien que le cercle ellipse numéro 8 est en contact ici avec la pièce jaune, à ce niveau-là. Et cette pièce jaune, elle est là. Donc, je dois parcourir les contacts jusqu'ici. D'accord? Donc, j'étais là, sur cette pièce numéro 4. Elle est aussi en appui sur la bague intérieure de ce roulement. Donc, pareil, je trace la surface d'appui. Je représente ici le vecteur A4 qui est la longueur ou la largeur de cette pièce-là. Et ensuite, je continue jusqu'à la surface d'appui, justement, avec la pièce jaune qui m'intéresse, qui va jusqu'ici. Donc là, j'ai une surface d'appui avec la pièce jaune. D'accord? Je la prolonge et je trace le vecteur qui va de là à là, c'est-à-dire le vecteur A3 petit b qui représente la largeur du roulement ou de la bague du roulement que vous avez ici. Maintenant que je suis arrivé sur cette pièce jaune, cette pièce jaune, c'est celle qui est là, en appui directement avec le cercle ellipse. Donc, une fois que je suis arrivé sur la pièce jaune est en contact avec le cercle ellipse. À quel endroit? Ici. Voilà la surface de contact. Donc, pour aller de cette surface-là à cette surface-là, on se déplace dans le sens vers la droite. Et j'ai le vecteur A2. Pourquoi A2? Parce que cette pièce-là, jaune, c'est la pièce numéro 2. Et ensuite, de cette surface d'appui entre le cercle ellipse et la pièce jaune, je vais rejoindre la surface terminale qui se trouve ici sur le cercle ellipse. Donc, pour nous ici, la cote A8. Donc, c'est une chaîne de cotes qui est assez longue. Et on voit bien qu'ici, le sens des vecteurs est très important. D'accord? Et du coup, on va pouvoir exprimer vectoriellement. On sait que ce vecteur-là, rouge, va être égal à la somme de tous ces vecteurs, ici en vert. C'est la relation de Chasles. Ce vecteur-là est égal à celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. D'accord? Mais si je veux calculer, d'accord, vous avez la relation de Chasles pour cet exemple un peu plus court. Vous avez une chaîne de cotes ici. Ce jeu-là va être égal ce vecteur-là, va être égal à la somme de tous ces vecteurs. Ça, c'est la relation de Chasles. Mais si je projette
tous les vecteurs sur cette direction horizontale, parce que tous les vecteurs sont portés par l'horizontale. Si je projette tous les vecteurs sur l'axe horizontal, eh bien, tous les vecteurs qui sont dans le sens positif seront positifs. Ceux qui sont dans le sens négatif vont avoir une norme négative, une projection négative, pardon. Donc, je vais avoir le jeu J, donc il est dans le sens positif, sa projection sera positive, va être égal à la projection de ces 4 vecteurs sur l'axe horizontal. Donc le vecteur A et B, A et C, pardon. Là, il y a un petit... Alors, attends. Tac, c'est B et C, là, il y a une petite erreur ici. Hein. B et C, non, c'est bon, il n'y a pas de petite erreur, c'est B et C, pardon, ouais, c'est ça. Donc les vecteurs B et C sont dans le sens positif, donc la projection est positive, donc je vais avoir plus B plus C, hein, les deux normes, la somme des deux normes, moins le vecteur D et A qui sont dans le sens négatif, donc moins la projection de ces deux vecteurs. Donc en fait, la longueur de ce vecteur G, là, sa longueur, va être égale à la somme des deux normes ici, de B et de C, moins la somme des deux normes de A et de D. Dans quel cas je vais avoir un jeu maximal ici? Le jeu va être au maximum lorsque les vecteurs qui sont dans le même sens, qui sont positifs, sont à leur maximum, moins les vecteurs qui sont négatifs lorsqu'ils sont à leur minimum. Et inversement, le jeu est au minimum lorsque les vecteurs qui sont positifs sont à leur minimum et les vecteurs négatifs sont à leur maximum. Ok? Voilà. Donc ensuite, l'intervalle de tolérance de ce jeu, hein, parce que le jeu il a un maximum et un minimum, donc il a un intervalle de tolérance, l'intervalle de tolérance va être égal au jeu maxi moins le jeu mini. Ou alors aussi, cet intervalle de tolérance du jeu va être égal à la somme des IT de toutes les cotes conditions. En gros, l'intervalle de tolérance de ce jeu-là va être égal à l'intervalle de tolérance de la cote A, plus l'intervalle de tolérance de la cote B, plus l'intervalle de tolérance de la cote C, plus l'intervalle de tolérance de la cote D. Et on trouvera exactement la même valeur que là. Ok? Alors, regardons cet exemple. Voilà, si on prend cette pièce-là, un ensemble de pièces qui sont empilées, d'accord? Et on a une cote condition ici, J. On veut un jeu entre cette surface-là, de la pièce numéro 1, donc cette surface terminale 1, et la surface terminale ici, 4. D'accord? Donc on veut ce jeu-là, qu'on le traduit par ce vecteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la démarche à suivre, il faut absolument respecter ça, c'est de commencer par tracer d'abord les deux surfaces terminales. Il faut les prolonger. D'accord? Donc voilà, je trace les deux surfaces terminales. Ensuite, comme vous démarrez de la surface terminale ici qui se trouve sur l'origine, donc vous êtes sur la pièce numéro 1. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est de dire, voilà, je suis sur la pièce numéro 1, comment faire pour rejoindre l'autre surface terminale qui se trouve sur la pièce numéro 4? En gros, vous ne pouvez pas sauter, donc comment parcourir un chemin le plus court possible en passant de la pièce numéro 1 à la pièce suivante jusqu'à arriver le plus tôt possible sur la pièce numéro 4. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de traverser des surfaces de contact qui sont parallèles au vecteur code condition. Vous ne pouvez traverser que des surfaces qui sont perpendiculaires. Donc en gros ici des surfaces de contact qui sont verticales. Donc je suis sur la pièce numéro 1, parce que l'origine elle est là, sur la pièce terminale numéro 1, je suis là. Et je dois regarder donc quelle est la pièce qui est en contact avec 1 dont le contact est vertical ici. Eh bien j'ai un contact avec 1 ici, avec la pièce numéro 2, mais ce contact-là, il est horizontal, donc parallèle au vecteur code condition, je n'ai pas le droit de le traverser. Mais j'ai un autre contact ici, qui est vertical, donc perpendiculaire à la code condition, donc en contact avec la pièce numéro 2. Et là, du coup, je vais identifier ce premier contact qui va me permettre de passer de la pièce 1 à la pièce 2. Et je vais tracer donc ce... Merde, pardon. Voilà, je vais tracer cette surface de contact là, je vais la prolonger. Ah, d'accord, la prolonger pour qu'on puisse tracer notre chaîne de côte ici à l'extérieur du dessin. Ok, voilà, donc ça c'est la surface de contact entre 1 et 2. Donc là je vais pouvoir passer, je suis passé de 1 à 2 grâce à cette surface de contact. Donc vous voyez bien, j'étais sur cette surface là, terminale, et je suis arrivé à cette surface de contact. Première surface de contact. Donc là vous allez pouvoir tracer votre
normalement, votre premier vecteur que j'aurais dû tracer, mais je le trace à la fin, mais j'aurais dû le tracer là directement maintenant. Premier vecteur, il aurait dû partir de là jusqu'ici. D'accord? Premier vecteur. Et ce vecteur-là, bien évidemment, il représente une cote. Et cette cote-là, vous voyez bien, vous étiez sur la pièce numéro 1. Ça va être la cote de la pièce numéro 1. Et on voit bien que la cote qui va de cette surface à cette surface-là représente la longueur de cette partie creuse de la pièce numéro 1. OK? Là, vous arrivez sur la pièce numéro 2, vous allez vous poser la même question. 2 est en contact avec quelle autre pièce autre que la pièce 1, hein, on ne va pas faire marche arrière, donc il faut regarder s'il y a une autre pièce en contact avec 2. Oui, 2 est en contact avec 3, mais où? J'ai un contact ici horizontal, un contact vertical ici et un petit contact horizontal. Donc les deux contacts ici, hein, celui-là et celui-là, ils sont parallèles à la cote condition, je n'ai pas le droit de les traverser. Par contre, ce contact-là qui est vertical, il m'intéresse. Donc celui-là aussi, je vais le prolonger vers le haut. Donc celui-ci va me permettre de passer à la pièce numéro 3. Ensuite, je me dis, est-ce que la pièce numéro 3 est en contact par hasard directement avec la pièce 4 qui est terminale? Eh bien ici, oui. Et le contact se fait ici sur cette surface verticale. Donc je vais la prolonger cette surface. Et voilà, donc j'ai tracé mes deux surfaces terminales ici, plus les surfaces de contact que vous avez là. Et à partir de là, je vais tracer donc les chaînes de cotes. Premier vecteur, comme on a dit tout à l'heure, il va partir de la première cote condition, de la première surface terminale, pardon, ici, qui est sur la pièce numéro 1, jusqu'à la première surface de contact que j'ai traversée, c'est-à-dire celle-ci. Donc on a bien, dans ce sens-là, le vecteur. Et ce vecteur-là, je vais l'appeler C comme cote. Alors, le jeu ici, il n'a pas de nom. Si c'était JA, par exemple, la lettre A, bah, le jeu, ça veut dire, le jeu, il s'appelle A. Donc là, je l'aurais appelé, comme le jeu qui s'appelle A, je l'aurais appelé A aussi, mais suivi du numéro de la pièce. Et ici, j'étais sur la pièce numéro A, donc ça serait ici, ça aurait été A1 par exemple, au B1, au C1, si le jeu s'appelait A ou B ou C. Mais comme il n'a pas de nom ici le jeu, je l'ai appelé C comme cote. Hein, d'accord? C comme cote. Ça, c'est la cote de la pièce numéro 1. Donc le sens vers la droite parce que j'étais là et je suis parti vers cette surface de contact. Ensuite, deuxième vecteur. Donc vous voyez bien, hein, j'étais sur cette surface de contact et je suis allé jusqu'à cette surface de contact là qui m'a permis de passer sur la pièce 3. Donc le deuxième vecteur, il va aller de cette surface de contact jusqu'à celle-ci. Je me suis bien déplacé de là à là, donc vers la gauche. Je respecte le sens. Et cette cote-là, vous voyez bien, j'étais sur la pièce 2, parce que là, au début, j'étais sur la pièce 1, ça c'est la cote de la pièce 1. Ensuite, je suis passé sur la pièce numéro 2. Ça, c'est la cote de la pièce numéro 2. Et on peut aussi le vérifier. La distance entre cette surface et cette surface-là correspond bien à la longueur de la pièce numéro 2, en tout cas la longueur de cette partie-là de la pièce numéro 2. D'accord? Maintenant, je suis arrivé là, et ensuite, le passage de là, je viens de passer sur la pièce numéro 3, et la pièce 3, on avait dit qu'elle était en contact avec 4 ici. Donc, l'autre vecteur, hein, pour aller de cette surface-là à cette surface-là, vous voyez bien, hein, de cette surface-là à celle-ci, donc je me déplace dans ce sens-là, et dans ce sens-là, vous avez donc ce vecteur qui est vers la droite, qui représente ici la cote de la pièce numéro 3, hein, parce que j'étais sur la pièce numéro 3, mais là aussi on peut le vérifier, la distance entre cette surface et cette surface, donc les deux surfaces ici appartiennent à la pièce 3, donc elles représentent ici la cote de la pièce 3. Et pour terminer, eh bien, la dernière cote, parce qu'il faut avoir une boucle fermée, hein, on n'oublie pas, on doit aller de là à là, donc là je parcours tout ce chemin-là, pour normalement arriver sur cette surface. Donc le dernier vecteur, il doit fermer ici. Et donc j'étais sur cette surface de contact là. J'ai pas d'autre surface de contact, donc je dois relier directement la surface terminale. Et j'ai ici le vecteur C4 parce que je suis sur la pièce numéro 4. On voit bien que cette cote là aussi représente la longueur de la pièce numéro 4. Et vous voyez bien en fait ce chemin là pour aller de ce point à ce point ou de cette surface à cette surface, ça c'est le premier chemin, c'est J. Et maintenant, je viens de trouver un autre chemin qui est équivalent, un peu plus long certes, mais c'est le plus court possible que je peux avoir en tout cas, c'est en parcourant ce chemin-là. Donc je fais ça, 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 et j'arrive au même endroit, d'accord? Et j'obtiens ici une boucle qui est fermée, d'accord? À partir de là, je peux écrire la relation de Chasles, je vais avoir ce jeu-là, donc ce vecteur-là qui va être égal à la somme de ces quatre vecteurs, et du coup, je peux en déduire les deux équations de projection, les deux équations scalaires. Lorsqu'on projette tous les vecteurs sur l'horizontale, eh bien tous les vecteurs qui sont dans le même sens que J la projection sera positive, hein, d'accord? Notamment ici, j'ai C1 et C3, donc je vais avoir J qui va être égal à C1 plus C3 moins la projection de C2
et moins C4 aussi. Donc du coup, pour avoir J maxi, donc la valeur maximale de J, bah, toutes les projections positives sont à leur maximum et les projections négatives sont à leur minimum. Donc moins la projection au minimum. D'accord? Et le jeu est au minimum lorsque j'ai la projection des vecteurs qui sont positifs à leur minimum, moins la projection des vecteurs qui sont négatifs à leur maximum. Donc voilà les deux équations scalaires qui vous permettent de déterminer le jeu maxi et jeu mini pour cette cote condition. Voilà, donc je vous propose, maintenant que vous avez compris, j'espère en tout cas que vous avez compris le principe, je vous propose de faire les exercices suivants. Voilà.